passé à Roswell en 1947. Pourquoi l'armée de l'air américaine a-t-elle menacé des témoins? Mannequin d'essai ou cadavre d'extraterrestres? Que penser de ce film présenté comme l'autopsie d'un extraterrestre de Roswell? Les voyages intersidéraux sont-ils scientifiquement possibles? Dans le nébuleux dossier des soucoupes volantes, comme on se plaît encore à les appeler, il y a un cas qui ressort. Un cas, un seul, où l'annonce de l'écrasement d'un présumé vaisseau d'origine extraterrestre a d'abord été faite par nul autre que le dirigeant d'une base de l'armée de l'air américaine. Et pas n'importe quelle base, celle de Roswell, au Nouveau-Mexique. Celle-là même où était stationnée l'escadrille qui a largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki 2 ans plus tôt. Les dirigeants de l'armée américaine se sont vite ravisés en parlant d'une méprise. Ce n'était pas une soucoupe volante, c'était un ballon météorologique. Mais à 2 reprises par la suite, et la dernière en 1997, donc 50 ans après ce qu'il est maintenant convenu d'appeler l'incident de Roswell, les militaires ont changé leur fusil d'épaule. Et ils ont reconnu avoir dissimulé la vérité. Loin de calmer les esprits, cette attitude officielle pour le moins ambiguë a ravivé la thèse de la conspiration. Pendant l'été de 1947, une vague de rapports d'observation d'objets volants non identifiés secoue les États-Unis d'Amérique. À Roswell, dans l'État du Nouveau-Mexique, plusieurs témoins rapportent avoir aperçu une lueur étrange dans le ciel. Au ranch des Foster, à 120 km au nord-ouest de Roswell, William Brazel, surnommé Mac Brazel, était au travail lorsqu'il a découvert de drôles de débris éparpillés dans les champs. Ses moutons ne voulaient pas s'en approcher. Incapable d'en déterminer la nature, Mac Brazel a parcouru une trentaine de kilomètres pour faire part de sa trouvaille à sa voisine. À 83 ans, Loretta Proctor vit encore sur le même ranch, près de Corona, au nord de Roswell. Elle se souvient du jour où Mac Brazel est arrivé à cheval avec ses morceaux faits d'une drôle de matière. Il m'a montré ce morceau qui ressemblait à du plastique ou à du bois. Et il a ajouté qu'il y avait d'autres morceaux qui semblaient en métal, qui reprenaient leur forme quand on les écrasait. Ils ne restaient pas pliés ou écrasés. Et il a dit qu'il y avait des poutrelles sur lesquelles il y avait des caractères roses violacés imprimés. Nous lui avons dit qu'il devait s'agir d'un ovni et qu'il devrait le rapporter. Mac Brazel a suivi son conseil et il s'est rendu à Roswell. Il a fait part de sa découverte au shérif du comté de Chavez. Le shérif George Wilcox a immédiatement prévenu la base aérienne locale. La base de Roswell était le chef-lieu de l'escadre 509, le groupe de bombardiers d'élite qui avait largué les bombes atomiques au Japon. Seule escadre nucléaire au monde, elle baignait littéralement dans le secret militaire du plus haut niveau. L'officier du renseignement de l'escadre 509 était le major Jesse Marcel. C'est donc lui qui a mené l'enquête sur les fragments que Mac Brazel avait apportés. Jesse Marcel s'est rendu au ranch des Foster pour y ramasser des débris. Ce soir-là, il en a rapporté chez lui pour les montrer à sa femme et à son fils. Il est rentré très tard, vers 2 heures du matin. Je me souviens qu'il était très excité et qu'il nous a réveillés, ma mère et moi, en disant qu'il avait trouvé des fragments d'ovnis, des soucoupes volantes, comme on disait à l'époque. Et il tenait à ce que je les voie, car c'était une trouvaille tellement inusitée. Le docteur Jesse Marcel Jr. est lui-même pilote, colonel et chirurgien dans l'armée de l'air de réserve du Montana. Il n'était âgé que de 12 ans en 1947.
mais il se souvient très bien de la nature extraordinaire des fragments qu'il a vus cette nuit-là. Le plus inusité, c'était les fragments de poutrelles à section en I, ou du moins c'est la forme que j'associe au souvenir que j'en ai. Ils étaient très légers, très résistants, et il y avait quelque chose d'écrit sur la face interne qui démarquait ces objets de tout ce que j'avais vu jusque-là. On a également montré quelques-uns de ces objets aux propriétés remarquables à Dan Dwyer et à ses collègues du service des incendies de Roswell. Frankie, la fille de Dan Dwyer, était alors au poste de pompier. Elle se souvient d'avoir pris un de ces objets dans ses mains. Lorsque je le soulevais, c'était comme si je n'avais rien dans les mains. Je ne le sentais pas sur ma peau. C'était vraiment étrange. Si on le laissait tomber sur la table, il s'y étalait comme de l'eau. Le major Jesse Marcel a rapporté les débris qu'il avait ramassés à la base aérienne de Roswell. À son grand étonnement, l'officier qui assumait le commandement, le colonel William Blanchard, a donné l'ordre à l'officier responsable des communications avec le public, le lieutenant Walter Haut, de diffuser un incroyable communiqué de presse. Le colonel Blanchard m'a enjoint d'émettre un communiqué de presse qui disait essentiellement que nous étions en possession d'un disque volant trouvé sur un ranch, au nord-ouest de Roswell, je crois. Je ne m'en souviens pas exactement. Un certain Mac Brazel, contremaître d'une exploitation agricole, avait apporté les fragments en ville et on les avait envoyés à bord d'un avion au général Ramey, au quartier généraux de l'armée de l'air. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe dans le monde entier. Le London Telegraph a rapporté que, bien que l'on n'ait dévoilé aucun détail sur l'engin, l'armée de l'air a affirmé qu'il avait une structure aérée et légère comme un cerf-volant. La petite ville américaine de Roswell était devenue le point focal du monde entier. C'était très excitant pour un petit éditeur rural du Nouveau-Mexique comme moi d'être en liaison directe avec Paris, Rome, Londres et Tokyo. Je ne me souviens pas de toutes ces villes. J'ai passé tout l'après-midi au téléphone. Et il y en a sans doute été de même pour mes homologues de l'autre quotidien de Roswell et des stations de radio. C'était très excitant. Les États-Unis d'Amérique changent événement au hangar 84. J'avais un droit d'accès en bonne et due forme et je leur ai dit que je voulais chercher le lieutenant-gouverneur Joe Montoya qui était dans le hangar. Joe Montoya, le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Mexique, était à la base où il faisait campagne pour sa réélection. Reuben Anaya l'attendait à la porte du hangar 84. Les policiers militaires nous ont conduits là et ils ne nous ont pas laissé garer la voiture près du hangar, mais quelques dizaines de mètres plus loin. J'ai dit, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Lorsqu'ils sont partis, je me suis approché et alors la porte du hangar s'est ouverte et le sénateur Montoya est sorti en disant, foutons le camp d'ici. Il était effrayé. Il a dit qu'il avait vu deux petits hommes à grosse tête et que l'un d'eux était encore vivant. Il était étendu par terre. Il est sorti et il nous a dit qu'il y en avait deux, dont un encore vivant. D'autres témoins ont affirmé avoir aperçu, eux aussi, des êtres étranges. Le pompier Dan Dwyer a raconté ce qu'il avait vu à sa fille Frankie. Il a dit qu'il n'était pas de ce monde. Il n'avait jamais rien vu de tel. L'espace était donc habité par de petits êtres. Ma mère lui a demandé ce qu'il voulait dire au juste par ces petits êtres. Il lui a dit que ce n'étaient pas des humains et qu'ils étaient petits. Il a ajouté que deux d'entre eux étaient morts à leur arrivée et qu'on les a mis dans des sacs. Je ne sais pas si celui qui était encore vivant a été mis dans un sac ou si quelqu'un lui est venu en aide. L'un d'eux était encore vivant et marchait. La femme du shérif Wilcox a raconté à sa fille ce que son mari lui a dit ce jour-là. Il a dit qu'il y avait une soucoupe volante et qu'ils avaient même trouvé des corps près du vaisseau. L'un d'eux était encore vivant.
Des représentants de l'armée de l'air ont menacé mon père et les membres de sa famille de ne rien mentionner à ce sujet. Selon Frank Kaufman, les débris et les cadavres ont été transportés par avion aux quartiers généraux du renseignement à la base de Wright Field. Un autre colis a été envoyé à la base aérienne Andrew à Washington. Jusqu'où est-ce que c'est allé? Jusqu'au président, ce qu'on m'a dit. Au président Truman. L'absence de preuves tangibles a toujours paralysé l'enquête sur l'incident de Roswell. Mais au début de 1995, un film sensationnel, prétendument tourné par un caméraman de l'armée, a fait son apparition à Londres. Il affirme que l'écrasement a eu lieu en juin. On l'a dépêché à White Sands le 2 juin 1947. Il a passé une dizaine de jours à nettoyer le secteur. Il m'a aussi expliqué qu'à son arrivée, le secteur avait été isolé par des gardes et que personne ne pouvait approcher. Près du véhicule, la terre était chaude. Il a dit que des êtres étaient étendus à côté et tenaient des boîtes rectangulaires qu'ils ne pouvaient pas lâcher. Et que quelques heures après l'arrivée des militaires, on a donné l'ordre de transporter tous les débris et les êtres. Ray Santilli affirme qu'il a négocié pendant 2 ans l'acquisition de ce film. Il serait le seul à connaître l'identité du caméraman qui l'a tourné. Selon Ray Santilli, la piètre qualité du film découle du contexte du tournage. La caméra n'avait pas de zoom et le caméraman portait le même uniforme que les chirurgiens. Vous savez, avec cette caméra à foyer fixe, sans aucun contrôle de la mise au point, coincé dans un uniforme qui gênait ses mouvements et le faisait suer, il a fait tout son possible pour utiliser cette caméra, il faut l'admettre. Autre question. Pourquoi n'y avait-il pas de caméra fixe au-dessus du cadavre? Le problème, c'est que les chirurgiens se penchaient constamment sur le corps et la seule manière d'obtenir des images, c'était de se déplacer autour d'eux. Nous avons fait examiner la caméra qu'il a utilisée dans un musée et, vous savez, c'est une caméra manuelle. Des experts ont fait remarquer que les explications du producteur anglais sur la piètre qualité du film ne tiennent pas la rampe lorsqu'on fait la comparaison avec le travail beaucoup plus professionnel du même caméraman présumé lorsqu'il a filmé les essais atomiques du projet Manhattan. En 1947, ni Mac Brazel, qui a découvert les débris, ni Jesse Marcel, qui a mené la première enquête militaire sur les lieux, n'avaient parlé de cadavres. Voilà que l'armée américaine, malgré ses démentis précédents, se retrouvait encore avec plusieurs cadavres dans son placard. L'armée de l'air a nié formellement l'existence d'un vaisseau spatial et des extraterrestres. Mais devant les pressions croissantes du public et du représentant du Nouveau-Mexique au Congrès américain, le Pentagone a été contraint de mener sa propre enquête. En juillet 1994, dans son rapport officiel, l'armée de l'air américaine reconnaissait pour la première fois que le ballon météorologique était effectivement une dissimulation pour masquer ce qui s'était vraiment écrasé à Roswell. Un autre genre de ballon. Voici un extrait d'un court-métrage sur le projet Mogul, littéralement Magna ou Gros Bonnet. Un projet top secret, une sorte d'oreille aérienne pour écouter les tests atomiques des Soviétiques. Le rapport de l'armée de l'air affirme que le projet Mogul est l'explication la plus logique pour l'incident de Roswell. Notre vol numéro 4 du 4 juin est probablement à l'origine des débris que le Fermi a découverts. On n'a pas retrouvé l'avion et les registres nous apprennent que le B-17 en a perdu la trace alors qu'il volait encore. Je me souviens que c'était au-dessus de la ville d'Arabella, juste au nord de Capitan, à 27 km de l'endroit où on a retrouvé une partie des débris. Mais l'examen des carnets de vol de l'époque ne mentionne aucun vol numéro 4 le 4 juin, contrairement au rapport de 1994 de l'armée de l'air sur l'incident de Roswell. Charles Moore affirme que cette absence de données s'explique du fait que les vols non réussis n'étaient pas notés dans le registre. Pourtant, d'autres vols non réussis y ont été consignés.
De telles discordances ont incité bien des observateurs à mettre en doute l'explication de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique, qui soutient que le projet Mogul est la réponse à l'énigme de Roswell. Le Nouveau-Mexique est l'État le plus secret des États-Unis d'Amérique. Ses vastes étendues désertiques et son espace aérien ont servi à la mise au point d'un plus grand nombre de projets secrets que nulle part ailleurs sur Terre. On évoque donc la possibilité que d'étranges expériences militaires, top secrètes, soient à l'origine du mystère de Roswell. En 1945, la première bombe atomique a été mise à feu au centre d'essai de Trinity, près de White Sands. Les vols d'essai des avions furtifs ont été effectués dans l'espace aérien du Nouveau-Mexique. Et près d'un demi-siècle avant, leur prédécesseur, l'aile volante, a elle aussi été testée au Nouveau-Mexique. En 1947, à White Sands, les Américains lançaient des fusées V2 à portée de la base de lancement nazie de Peenemünde. Il n'y avait pas que les fusées. On y avait aussi amené les scientifiques allemands en vue de mettre sur pied le programme spatial américain. Werner von Braun, l'inventeur de la V2, dirigeait les opérations. On sait maintenant que pendant les années 50, les Américains ont effectué des expériences avec des animaux pour préparer les vols spatiaux. Est-il possible que ces expériences aient commencé dès 1947 ou même avant? Dans l'une de ces expériences, le projet Albert, on a placé un chimpanzé ou un petit singe dans le cône d'une de ces fusées. Il va sans dire que le singe n'a pas survécu à la rentrée atmosphérique à cause de problèmes techniques. Et quand? Probablement à la fin des années 40, au début des années 50. C'était avant le fameux Ham, le chimpanzé de l'espace, qui a été entraîné à la base aérienne d'Alamogordo. Dès 1947? Probablement vers 1947. Je crois que le projet Albert a commencé avec la V2, numéro 47. Il est donc fort possible que les premières expériences animales du programme spatial américain aient eu lieu beaucoup plus tôt qu'on le croyait jusqu'ici. Se peut-il donc que l'incident de Roswell soit relié à une expérience ultra secrète qui a tourné à la catastrophe? Se peut-il qu'une fusée V2 transportant des animaux se soit écrasée et soit à l'origine des étranges débris et des cadavres dont parlent plusieurs témoins de l'incident de Roswell? Le métal aux propriétés si étranges, selon les témoins du Ranch Foster, provenait-il d'une V2? Nous avons consulté nos registres et pour ce jour-là, et même ce mois-là, nous n'avons rien trouvé. Nous avons lancé quelques ballons, mais aucun pendant le mois de l'écrasement à Roswell. Quant aux 4 fusées que nous avons lancées pendant cette période, elles ont toutes été retrouvées. Aucun des lanceurs utilisés à White Sands, à l'époque, n'a pu se rendre jusqu'à Roswell. En ce qui concerne White Sands, nous n'avons rien à voir avec cet incident. À en croire les autorités militaires, les registres éliminent la possibilité de l'écrasement d'une V2. Mais l'armée de l'air a reconnu avoir déjà menti pour dissimuler quelque chose de plus secret. C'est cette possibilité qui pousse bon nombre de personnes à croire que la dissimulation continue. Les révélations de l'armée de l'air au 50e anniversaire de l'incident de Roswell ont jeté de l'huile sur le feu, selon bon nombre d'ufologues, dont Christian Page. Dans son rapport de 1997, 24 juin 1997, date à laquelle l'armée a rendu public ce second rapport, qui, contrairement à celui de 1994, n'est pas le fruit de pression politique. L'armée, avec une sollicitude qui n'est pas sa qualité première, accepte de répondre à l'argumentation des ufologues, aux critiques des ufologues, qui s'interrogent à savoir pourquoi, si l'objet de Roswell n'était qu'un ballon mogul, alors d'où viennent ces rumeurs de cadavres d'extraterrestres? Dans leur rapport,
les représentants de l'armée disent qu'à la fin des années 40, début des années 50, ils ont utilisé des mannequins anthropomorphiques lors d'expériences militaires. Ce sont ces mannequins qui auraient été confondus avec des cadavres d'extraterrestres. On va même jusqu'à nous annoncer que l'utilisation de prototypes d'alunissage ou des prototypes de sondes interplanétaires, comme la sonde Viking, par exemple, qui s'est posée sur Mars en 1976, aurait été testée à la fin des années 60, début des années 70, dans le désert près de Roswell, et aurait pu être confondue à cette soucoupe volante que les gens affirment avoir trouvée. Alors, évidemment, l'armée n'a pas réellement d'explication pour justifier le pourquoi les gens qui parlent de Roswell, les témoins de Roswell, parlent tous essentiellement d'un événement qui s'est produit en 1947, alors que elle, l'armée, évoque toute une série d'événements qui se seraient produits entre 1950 et le début des années 70. Elle n'a pas non plus d'explication pour justifier pourquoi les gens qui disaient avoir vu des cadavres d'extraterrestres parlaient de créatures d'à peu près 1,50 m, alors que les mannequins anthropomorphiques utilisés par l'armée avaient, eux, à peu près 2 mètres de haut, et évidemment, par l'aspect extérieur, ne ressemblaient pas à des extraterrestres. Avec le second rapport de l'armée concernant l'affaire de Roswell, on a visiblement l'impression que l'armée elle nous incite à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et là, à ce moment-là, on a l'impression qu'on essaie de nous cacher quelque chose. Loin de répondre à des questions, le second rapport sur l'affaire de Roswell vient ajouter encore plus à cette conspiration que les Américains sentent de la part des autorités concernant le dossier des ovnis. Selon Ray Santillier, les déclarations du mystérieux caméraman qui a tourné le film de l'autopsie viennent renforcer la thèse de la conspiration, d'origine plutôt terrienne toutefois. À son avis, il ne s'agit pas d'extraterrestres. Il les qualifie plutôt de freaks, de monstres. Notre caméraman, qui est profondément religieux, refuse de croire qu'il s'agisse d'extraterrestres. Et il était là lorsque cela s'est passé. Il a tout vu. Il refuse de croire qu'il s'agit d'extraterrestres. Il croit plutôt qu'il s'agit d'une expérience, sans plus. Et il les qualifie de monstres. N'oubliez pas que le même caméraman était aux essais nucléaires de White Sands et à Trinity. Il semble que bien des choses étranges et extraordinaires se soient produites à cette époque. Outre l'autopsie, le film nous montre quelques-uns des débris que l'on aurait retrouvés sur les lieux de l'écrasement du prétendu vaisseau spatial. Ces pièces à conviction, de nature plus objective que les seuls témoignages des personnes qui ont été mêlées à cette affaire, donnent une nouvelle dimension à l'incident de Roswell. Plusieurs ont vu dans ces symboles indéchiffrables une ressemblance avec les lettres V, I, D, E et O. Vidéo. D'autres croient qu'il s'agit d'un canular plutôt bien ficelé. Mais qu'en pensent quelques-uns des témoins d'origine de l'incident de Roswell? Les symboles sont vaguement conformes aux souvenirs que j'en ai. Je ne peux pas me prononcer avec certitude, mais ils correspondent à mes souvenirs. À la différence que ceux que j'ai vus n'avaient pas cette taille et qu'ils n'étaient pas en relief sur la poutrelle. J'essaie de compter les doigts. J'en compte 6. Je ne me souviens pas qu'ils aient eu 6 doigts. Je ne pourrais pas le jurer, mais je ne me souviens pas d'avoir vu 6 doigts. Franchement, cela ne ressemble pas beaucoup à ce que j'ai vu à Roswell. Cela, je peux le dire. Le docteur Ian West est un médecin légiste parmi les plus réputés en Grande-Bretagne. Scotland Yard fait souvent appel à lui lors des enquêtes criminelles. Le sang, l'écoulement du sang est inhabituel. Cette incision a été faite il y a un moment déjà, et il y a 4 petits filets de sang qui s'en écoulent. Les écoulements sont linéaires et de couleur foncée. Ils ressemblent à du sang, mais ne correspondent pas à ce que l'on devrait observer lors d'une autopsie. Je m'attendrais à quelque chose de moins défini, un écoulement plus irrégulier le long de l'incision. On voit nettement l'excision d'un organe dans la région centrale supérieure de l'abdomen. Il a la dimension du foie, mais ce n'est pas un foie, et il n'est pas à l'emplacement du foie. Je n'ai pas vu d'intestin, ni de cage thoracique. Une chose est certaine, cela ne ressemble à aucun des cadavres humains que j'ai disséqués.
Rien ne me permet de conclure de manière absolue qu'il s'agit d'un canular. Mais je suis porté à croire qu'il y a 98 chances sur 100 que ce soit un canular. Il subsiste 2% d'incertitude. À mon avis, il s'agit de trucage, d'effets spéciaux. Bien fait d'ailleurs. Cela a dû coûter quelques centaines de milliers de dollars. Il est difficile de déterminer quand cela a été fait. Chose certaine, on faisait des trucages de genre dans les années 60, à Hammer. Je ne pense pas que ça a été fait avant les années 60. Pas avant 1965 même. Personne ne peut affirmer avec certitude qu'il s'agit d'effets spéciaux. Comment savoir à quoi ressemblent les organes internes d'un extraterrestre? Mais je peux reconnaître de la mousse de polyuréthane et cela y ressemble beaucoup. Bien des gens qui doutent fortement de l'authenticité du film se demandent si vous n'êtes pas personnellement à l'origine de ce canular. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je maintiens ce que j'ai dit. Tant qu'à faire un trucage, pourquoi ne pas le faire proprement et fabriquer quelque chose qui ressemble vraiment à un extraterrestre? Pourquoi s'embarrasser de tous ces éléments qui vont soulever des objections et des doutes quant à son origine humaine ou extraterrestre? Pour répondre à votre question, non, nous n'avons pas monté ce canular. Vous en êtes certain? Absolument, à 100% certain. Actuellement, rien ne permet de conclure de manière absolue que le film est authentique ou qu'il s'agit d'un canular. À commencer par la pellicule photographique Kodak, dont la date de fabrication n'a pas encore été confirmée. Il faudrait pour cela que Ray Santilli fournisse un échantillon du film au fabricant pour qu'il en fasse une analyse poussée. Ray Santilli n'a pas encore fourni cet échantillon, malgré ses promesses maintes fois réitérées. Cette présumée conspiration politico-militaire qui a été si fortement ravivée par les explications de l'armée de l'air américaine, explications jugées incongrues et insatisfaisantes par bon nombre d'observateurs, semble toutefois se limiter aux États-Unis d'Amérique. Dans d'autres pays, les militaires ont adopté une attitude fort différente face à la population et aux médias, une attitude beaucoup plus transparente. C'est ce qui s'est produit lors de la vague d'observation d'OVNI en 1990 en Belgique. Au début de 1990, en Belgique, des centaines de personnes rapportent avoir vu des ovnis. L'espace aérien belge est violé chaque nuit. L'armée de l'air entre en scène. Dans la nuit du 30 au 31 mars 1990, 2 intercepteurs F-16 décollent pour tenter d'intercepter un ovni dont la présence a été signalée par de nombreux témoins oculaires, dont des gendarmes, et corroborée par des échos radars. Les témoins décrivent tous le même objet. Un grand triangle doté de sources lumineuses à chacun des angles. Cette nuit-là, le ciel est dégagé. Les pilotes n'ont toutefois aucun contact visuel avec l'OVNI. Mais au retour, l'analyse de la bande vidéo du radar de chacun des 2 avions révèle que les 2 F-16 ont capté un écho-radar qui témoigne de la présence d'un objet non identifié dont l'accélération et la décélération semblent fulgurantes. En une seconde, l'objet inconnu passe de 150 nœuds à 560 nœuds. En conférence de presse, le général de Brouwer avoue que le commandement est médusé devant de tels phénomènes. Si vraiment il y a eu des objets en l'air, puisqu'il faut quand même être prudent, s'il y a eu des objets en l'air, ce n'était certainement pas des F-117 ou des B-2, puisque les performances enregistrées étaient tout à fait en dehors de l'enveloppe normale des performances des avions connus. Par contre, nous pouvons dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. On a eu des concordances entre les observations radar, sol, et les observations radar des avions de chasse, qui se sont passées en même temps avec les observations visuelles au sol. Quelques scientifiques ont cependant proposé une explication, 2 explications en fait, concernant les écho-radars au sol et à bord des avions de chasse. Ce que les radars au sol avaient détecté avait une explication. Il suffit qu'il y ait là une masse d'air humide localisée. Cette masse d'air humide
renvoie, puisqu'il y a un changement de vitesse de propagation, renvoie, avec une certaine probabilité, les signaux radar, et c'est ça qu'on détectait. Alors, la question était, est-ce qu'il est possible que le radar très performant des F-16, avec effet Doppler, se trompe? Alors, effectivement, il y avait une possibilité parce que ce radar envoie un faisceau qui a renvoyé partout où il y a un changement de vitesse. Donc, si vous avez une masse de vapeur d'eau un peu informe, il y a différents endroits où il y a des réflexions. Si maintenant différentes parties de ce nuage invisible de vapeur d'eau bougent un peu les unes par rapport aux autres, et il suffit que ce soit à l'échelle de la longueur d'onde, qui est de l'ordre de quelques centimètres, eh bien, à ce moment-là, la somme de tout ça peut simuler un effet Doppler. Quelques jours plus tard, début avril 1990, un jeune homme du village de Petit Rechin réussit à photographier l'OVNI. Photographe amateur, il a utilisé un 24-36, une pellicule 200 ASA et un temps de pause assez long. Numérisé et recomposé dans différentes couleurs pour en faciliter l'analyse infographique par des spécialistes, le cliché révèle les formes de l'engin et montre qu'il était en mouvement lors de la prise de vue. Reste, comme toujours, la possibilité d'un trucage. Mais il s'avère très difficile de simuler une photo comme celle prise par le photographe amateur. La photo originale a été analysée par 3 laboratoires qui n'ont pu y déceler aucun trucage. On a l'impression, mais avec une photo on ne peut pas inférer vraiment une certitude, qu'il y a eu des ultraviolets qui ont été émis, et qui ont été émis par l'air qui entoure les zones lumineuses qui se trouvent en dessous de cette plateforme triangulaire. Ça pourrait être dans ce cas-là, alors on peut en inférer que ça pourrait être de l'ionisation, que l'air est ionisé. Donc l'air a été chargé électriquement, et du coup, ça vient à l'appui de l'hypothèse de propulsion magnéto-hydrodynamique. La magnéto-hydrodynamique, la MHD, comme disent les spécialistes, est un principe de propulsion relativement nouveau. Une expérience du physicien Jean-Pierre Petit, du CNRS, montre qu'un engin propulsé par MHD peut franchir le mur du son sans provoquer de bang, ce qui expliquerait le silence des ovnis. Une autre expérience de Jean-Pierre Petit montre qu'un propulseur MHD ionise l'air environnant, ce qui corroborerait de nombreuses observations. Cette ionisation produit des émissions infrarouges et ultraviolettes. La MHD, c'est l'art et la manière de se déplacer dans un fluide en agissant sur ce fluide avec des forces électromagnétiques. Je veux dire, quand on vole ou quand on se propulse, il y a 3 façons de faire. La première, c'est de battre des ailes, ou d'utiliser une hélice qui n'est guère qu'une aile tournante. La seconde, c'est la propulsion par réaction. Et la troisième, comme indiqué dans ma bande dessinée, Le mur du silence, ça consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant soi. Donc autrement dit, une machine MHD, ça fonctionne comme une taupe qui aspire l'air devant elle. Et les calculs, les expériences montrent que ces aspirations peuvent être extrêmement puissantes. Donc une machine comme ça arrive pratiquement à faire le vide devant elle. Et comme elle a la pression atmosphérique derrière, elle peut se propulser à des vitesses qu'on peut estimer aller jusqu'à 15 000 km/h en air dense. Et c'est totalement impossible. Actuellement, avec des modes de propulsion conventionnels, on est limité à très peu au-dessus de la vitesse du son en air dense. Voilà pour les déplacements dans l'atmosphère, à basse altitude, car la magnéto-hydrodynamique exige un milieu dense, facile à ioniser. Or, dès qu'on sort de l'atmosphère terrestre, à plus de 100 km d'altitude seulement, on s'engage peu à peu dans le vide intersidéral. Et la MHD n'est plus d'aucune utilité comme moyen de propulsion. Il faut donc songer à d'autres technologies. Et là, les physiciens les plus audacieux ne sont pas à court d'imagination. Ils puisent aux théories des grands noms comme Einstein, Hawking, Sakharov. Ils parlent d'antimatière, d'univers multidimensionnel que l'on peut traverser comme un verre se faufile dans une pomme. D'où cette expression de trou de verre, assez étrange dans la bouche d'un physicien bien orthodoxe.
Vous savez que dans la théorie du Big Bang, il doit s'être créé autant de matière que d'antimatière. Hein? Or, cette antimatière cosmologique, on ne l'observe pas, parce que si elle existait, elle donnerait lieu à des annihilations qui ne passeraient pas inaperçues dans le cosmos. Donc cette question est tellement gênante qu'on en est arrivé même à ne plus la soulever. Et la seule réponse existante, c'est celle donnée par Sakharov en disant « elle a fichu le camp dans un univers jumeau ». Et l'univers de Sakharov, l'univers jumeau du nôtre, c'est l'univers d'antimatière. On a à ce moment-là deux univers qui sont... Le mot univers parallèle, à ce moment-là, est parfaitement bien choisi. On a un trajet à effectuer d'un point A à un point B, et au lieu de l'effectuer ici, eh bien, on va l'effectuer dans le second univers. D'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, notre univers est incurvé. Plusieurs physiciens se demandent maintenant si des masses importantes, comme les trous noirs, ne pourraient pas courber l'espace-temps au point de relier deux univers ou deux régions de notre univers par une sorte de tunnel qu'on a appelé trou de verre. Bon, jusqu'à il y a plusieurs années, jusqu'à il y a une dizaine d'années environ, tous les modèles mathématiques en fait de trous de verre étaient toujours, avaient le problème suivant, ils étaient en fait instables. Au lieu d'être, comment dire, immobiles et utilisables, disons, potentiellement par des humains ou par des fusées, c'était des trous de verre dynamiques qui oscillent, se referment et s'ouvrent en une fraction de seconde. Et donc, c'était inimaginable qu'une fusée passe à travers, parce que là, la fusée serait, le trou de verre se refermerait durant le temps de passage de la fusée et la fusée serait désintégrée. Il y avait aussi un autre problème, c'est qu'à l'approche du trou de verre, les effets gravitationnels étaient tellement puissants que ça aussi, ça déchiquetait complètement la fusée. Et donc, pendant longtemps, on s'est dit, les trous de verre existent peut-être, mais simplement à un niveau microscopique. À la limite, si ça existe à un niveau macroscopique, donc traversé par des fusées, ils n'existent pas assez longtemps pour être vraiment utilisables. Mais là, il y a eu une découverte importante il y a une dizaine d'années par un physicien qui s'appelle Kip Thorne, qui a découvert, disons, une nouvelle catégorie de trous de verre qu'on appelle les trous de verre exotiques. Et ces trous de verre-là n'ont absolument aucun de tous les autres trous de verre précédents, découverts précédemment, et donc, a priori, semblent très aptes à être traversables par des fusées, des astronautes, etc. Et donc, ils pourraient servir à se retrouver plus ou moins instantanément dans une région autre de notre univers ou dans un univers parallèle. Il se pourrait donc que ce soit à travers ces trous de verre que des vaisseaux spatiaux d'une autre galaxie ou d'un autre univers parviennent jusqu'à la Terre. Il y a plus de 20 ans, des physiciens compétents avaient déjà proposé à la communauté parapsychologique leurs hypothèses sur les univers parallèles pour rendre compte justement de certains phénomènes paranormaux bien documentés relevant de la télépathie et de la clairvoyance. D'aucuns jugeaient leurs élucubrations fantastiques, mais d'autres chercheurs compétents affirmaient de leur position dans l'établissement scientifique que cette théorie repose sur une base mathématique tout à fait solide. Selon les auteurs du Cantique des quantiques, ce sont des physiciens qui ont fait une excellente introduction à la physique quantique, la théorie des univers parallèles figure dans presque tous les livres traitant de la physique quantique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est originale et parce qu'il est aussi difficile de la réfuter que d'y souscrire. On n'y croit pas, mais on l'admire. Un peu comme la théorie de la relativité. Il n'y a déjà pas si longtemps, on n'y croyait pas, mais on l'admirait. Il y a un siècle, la radio et la télévision n'existaient pas encore. Les premiers avions battaient de l'aile et les ordinateurs programmables relevaient de la science-fiction. Qui sait ce que la technologie va nous permettre de faire dans un siècle? Nous aurons peut-être enfin résolu le mystère auquel se sont attaqués Einstein et ses successeurs, qui tentent d'unir les 4 forces connues, et qui but sur la plus palpable d'entre elles, la gravité. Celle-là même qui nous permet de rester accrochés à notre petit vaisseau spatial, la Terre, qui poursuit sa ronde autour du Soleil. Quant à Roswell, est-ce qu'on saura vraiment ce qui s'est passé en 1947? D'aucuns souhaitent sans doute que de véritables extraterrestres nous l'auront alors appris. Mais pour l'instant, avec toutes ces péripéties, les dissimulations successives admises par une armée américaine qui a indéniablement perdu de sa crédibilité, l'incident de Roswell est en voie de devenir une énigme de plus en plus terrienne et de moins en moins extraterrestre.
Thank you.